Et bravo par ce beau soleil de décider de travailler sur une question très importante, et je salue d'ailleurs l'initiative de l'organisation de mettre en évidence, de faire parler de cette question qui n'est pas très connue, pas suffisamment connue, et où se jouent dans cette partie de la Birmanie des choses extrêmement graves. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait appel à moi? Vous l'avez dit, en tant que vice-président du Parlement européen, j'ai représenté le Parlement européen dans la task force que Mme Ashton a mise en place au mois de novembre dernier, où pour la première fois depuis que le régime birman s'ouvre quelque peu, on pourra discuter après sur le quelque peu, mais à partir du moment où quelque chose s'ouvrait, l'Union européenne a décidé d'être présente pour essayer d'encourager cette ouverture, y compris d'ailleurs sur la question des Rohingyas, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi en Europe des intérêts, y compris des intérêts, vous l'imaginez, économiques et industriels pour un pays comme la Birmanie. Et donc cette task force s'est rendue sur place, et donc j'y ai participé au mois de novembre dernier, pendant une semaine, et on a eu énormément de discussions, entre autres, sur cette question, et je suppose évidemment que c'est aussi surtout pour ça que vous m'avez demandé d'être ici, pour un peu vous dire comment, à la fois moi, mais aussi comment l'Union européenne voit ce qu'elle peut ou est-ce qu'elle doit faire par rapport à cette situation des Rohingyas. Alors d'abord, parce que moi au départ, je ne connaissais pas spécialement bien, comme quoi, je n'étais pas spécialement informée sur la question des Rohingyas avant de partir. Enfin, j'avais évidemment lu, j'avais vu les sites internet, j'avais vu qu'il y avait une persécution organisée, mais je ne suis pas allée dans le Rakhine, je suis restée à Rangoon. Néanmoins, d'une part, l'Union européenne vient d'ouvrir une délégation de l'Union européenne sur place à Rangoon, avec un délégué de l'Union européenne, comme un espèce d'ambassadeur, si je peux dire, de l'Union européenne, qui est là, et qui évidemment est très sollicité sur cette question, d'autant plus que, vous le savez, l'Union européenne a donné, enfin le Parlement européen a donné le prix Sakharov à Mme Aung San Suu Kyi en son temps, quand elle était encore assignée à résidence. Aujourd'hui, elle est libre, elle est candidate aux élections présidentielles et elle est très silencieuse sur cette question. Je vais y revenir aussi, je ne suis pas Mme Aung San Suu Kyi, je ne vais ni la défendre ni l'attaquer, je vous dirai ce qu'elle a dit devant nous, puisqu'elle a fait partie de l'ensemble des rencontres qui ont eu lieu au mois de novembre dernier. Mais avant d'entrer là-dedans, je voulais peut-être quand même, même si sans doute vous êtes bien informés sur la question, mais vous relater quelques éléments qui viennent de la visite que vient de faire une délégation d'ambassadeurs et de représentants européens sur place, dans l'état de Rakhine, de manière à pouvoir aussi avoir un témoignage de première main de la part d'Européens qui sur place vont voir l'état de la discrimination, en particulier après les dernières violences du mois de janvier, où on a eu là aussi des assassinats. Il y a eu soi-disant, il y a eu je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais un viol, mais au lendemain de ce viol, il y a eu 400 Rohingyas tués, et un officier bouddhiste qui a été... et donc c'est de nouveau 1 pour 400, et ça devient quel drame, on a tué un policier. Donc c'est une présentation évidemment des faits par les autorités birmanes qui est très particulière, qui a quand même abouti, sur base entre autres de pression extérieure, à ce que soit exigée une commission d'enquête sur ce qui s'est passé. Cette commission d'enquête devrait se mettre en place en février, donc on est début mars, je n'ai pas les toutes dernières informations, je ne sais pas ce qu'elle donnera, mais enfin à tout le moins on ne peut être comme, je dirais, démocrate et comme soucieux de faire la lumière sur toute cette affaire que du côté de ceux qui veulent établir ou tenter d'établir les faits. On ne peut pas dire qu'elle sera nécessairement, qu'elle donnera les résultats les plus objectifs possibles, mais néanmoins quand une commission d'enquête indépendante, dit-on, se met en place, il ne peut être que du côté de ceux qui veulent encourager sa mise en place, et c'est le cas évidemment de l'Union européenne qui en a fait une pression importante sur le gouvernement central. Par ailleurs, vous savez sans doute aussi que la situation des Rohingyas sur place, par rapport aux bouddhistes, est aussi une situation non seulement, bien sûr, de discrimination, et même, je dirais, de persécution. Il y a 140 000 déplacés, il y a des assassinats, il n'y a surtout pas de droits, et pas de droits non plus électoraux, alors qu'on va aux élections présidentielles en 2015. Toute la question est aussi l'enregistrement des électeurs, et est-ce qu'on permettra à ces gens de voter, ce qui est quand même...
en principe, tout citoyen a le droit de vote, mais la façon dont on enregistre les électeurs aura évidemment une incidence sur qui pourra ou ne pourra pas voter. Et donc, dans cette situation extrêmement tendue, aujourd'hui, il y a objectivement en Birmanie un racisme anti-Rohingyas évident. D'ailleurs, on ne les appelle pas toujours, il y a une discussion sur le mot Rohingyas, mais peut-être M. Ramadan sera plus au fait que moi sur quelque part la terminologie, ce qu'on met derrière ce terme qui est devenu d'ailleurs un peu, je ne vais pas dire une injure, mais enfin un gros mot, parce qu'on parle à la fois des Rohingyas et des Rakhines, et donc en fait les Rakhines sont une manière de présenter les Rohingyas. Mais c'est clair qu'il y a un racisme, ou en tout cas dans l'état de l'opinion en général, indépendamment de l'état de Rakhine, mais dans le restant du pays, il y a un racisme anti-Rohingyas qui règne, qui est là, qui est un racisme, en tout cas une discrimination, et une perception, à tort bien sûr, mais une perception qui est que ces musulmans vont être ceux qui pourraient être ceux qui accueilleraient les terroristes divers et donc qui pourraient faire capoter le processus entre guillemets d'ouverture qui est en cours. Et donc c'est très dangereux évidemment puisqu'on laisse croire, ou on fait porter, ou on accrédite l'idée que ces gens qui sont déjà discriminés deviendraient ceux qui seraient responsables au premier chef de l'empêchement d'un processus d'ouverture ou de démocratisation souhaité par ailleurs par tout le monde. D'autre part, il y a aussi, les bouddhistes dans l'état de Rakhine sont aussi des gens pauvres, moins pauvres que les Rohingyas qui sont vraiment, je dirais, les relégués de la société, mais néanmoins, il y a derrière ce conflit aussi une bataille de pauvres, si je peux dire, et y compris, on a parlé d'aide humanitaire, on accuse quelque part, les bouddhistes qui sont eux-mêmes pas si riches, accusent les Rohingyas d'être ceux qui reçoivent le plus d'aide humanitaire de la communauté internationale, c'est le comble. Et donc, du coup, il y a même, semble-t-il, des menaces sur des ONG et sur des associations qui travaillent avec ces gens, parce qu'ils seraient ceux qui sont les vecteurs d'une aide injuste à des gens qui sont certes pauvres, mais les bouddhistes sont pauvres aussi. Et vous savez comme moi, je ne vais pas vous faire un dessin, que ce soit en Birmanie ou n'importe où ailleurs dans le monde, quand il y a des batailles entre pauvres et des batailles pour des droits, c'est évident que très vite, on en fait aussi un combat ethnique, religieux, et donc la meilleure solution, la meilleure façon de solutionner le problème est évidemment de faire, d'une part, un travail approfondi sur la question des droits, et d'autre part, de permettre de rehausser la situation de tous, y compris d'autres pauvres birmans, parce que les batailles de pauvres, c'est ce qu'il y a de pire, au sens où on laisse finalement s'affronter des groupes eux-mêmes exclus entre eux, ce qui est absolument détestable, surtout quand c'est utilisé par les autorités du pays comme une arme, si je peux dire, pour discriminer ou pour stigmatiser ces groupes-là. Alors que fait l'Union européenne aujourd'hui? Elle lance des signaux au régime birman en disant vous vous ouvrez, vous commencez à vous ouvrir, un processus démocratique est en place, vous avez libéré Aung San Suu Kyi, vous avez maintenant un parlement élu, il va y avoir des élections présidentielles en 2015 et donc il y a un espèce de dialogue qui se met en place pour soutenir, tant que faire se peut, un processus démocratique. Mais évidemment, dans ce processus démocratique, la question Rohingya, c'est une des grosses questions en termes de droits de l'homme qui est non résolue, qui est terriblement problématique et qui ne peut pas être ignorée. Je ne vous cache pas que quand j'étais sur place, j'avais parfois un peu le sentiment que la délégation d'hommes d'affaires qui accompagnait le commissaire Tajani, qui accompagnait lui-même Mme Ashton, était plus importante, la délégation était plus importante que la mienne, puisque moi j'étais avec le haut représentant, M. Stavros Lambrinidis, qui était un grec et qui était en charge de la question des droits de l'homme, et à nous deux, nous on a animé le forum interparlementaire et le forum de la société civile, avec des représentants, y compris d'ailleurs des gens du Rakhine, et il y avait des témoignages extrêmement forts de certains persécutés, ou des familles de gens, des personnes issues des familles persécutées. On était un petit peu moins puissants, si je peux dire, moins nombreux, puisqu'on était deux à animer ce forum. De l'autre côté, il y avait Mme Ashton, M. Tajani, le commissaire à l'industrie, et lui-même accompagné, parce qu'il faisait une tournée dans la région, d'une cinquantaine d'hommes d'affaires divers qui, voilà, voyant qu'il y a peut-être des opportunités économiques, sont là pour essayer d'en avoir. Donc évidemment, il y a toujours un rapport de force entre tout le volet développement économique, je ne peux pas critiquer en tant que tel, mais évidemment la conditionnalité du développement économique sur le terrain des droits, sur le terrain des droits de l'homme et sur le terrain des discriminations qui sont pour cette communauté une évidence. Enfin, je veux dire, personne ne peut nier l'évidence, même si on en parle assez peu et que c'est assez mal connu. Donc oui, il y a une volonté de faire un travail pour pousser le gouvernement à conditionner
va pousser l'Union européenne à conditionner ses aides à des améliorations. Par exemple, l'idée de la commission d'enquête est une exigence européenne. Bon, maintenant, elle est décidée sur le principe, on verra ce qu'elle donnera. Mais c'est clair que la pression de ceux qui veulent faire des affaires en Birmanie est sans doute plus forte que la pression de ceux qui souhaitent soutenir la lutte contre la discrimination, la conquête des droits, la conquête du droit électoral et du droit tout court, c'est-à-dire d'avoir une vraie existence, d'avoir une carte d'identité, d'avoir la capacité non seulement de survivre ou de vivre, mais aussi d'être un citoyen à part entière de ce pays, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Donc c'est un dossier, je dirais, dans lequel je me réjouis que vous vous regroupiez autour de ce sujet, parce que je pense que, je suis d'accord avec vous, il faut le faire savoir. Il faut vraiment organiser un soutien et une résistance sur ces questions. Il faut mettre à chaque fois qu'une entreprise, comme on l'a fait dans d'autres régions du monde, à chaque fois qu'une entreprise veut investir en Birmanie, il faut l'interroger, lui mettre des conditions, la pousser à devoir expliquer ce qu'elle va faire pour contribuer à une logique de droits humains et pas seulement une logique de développement économique. Il faut, et on le fait au Parlement européen, on n'est pas très nombreux, mais il y a quand même on a fait plusieurs fois des résolutions sur cette question. Il y en a une d'ailleurs récemment, il y a 3-4 mois, il y a eu une résolution sur les Rohingyas du Parlement européen. Donc ça c'est le Parlement qui vote des résolutions. Alors des résolutions, ce sont des textes. Ce sont des textes où on dit ce qu'on souhaite. Ce n'est pas des lois, mais ce sont des résolutions. C'est important quand même, parce qu'une résolution du Parlement européen, ça pèse son poids de symbole, si je peux dire, mais la politique est aussi faite de symboles et de prise de position. Donc je crois que le travail et votre mobilisation démontrent qu'il y a du monde pour être derrière une telle discrimination et qu'il y a quelque chose qu'on doit suivre de très très près, surtout à la veille des élections présidentielles de 2015. Parce qu'aujourd'hui, la Birmanie va essayer évidemment de montrer son plus beau visage, parce que c'est les élections présidentielles. Pour terminer sur Mme Aung San Suu Kyi, qui est candidate, qui essaye d'être candidate pour les élections présidentielles. Je ne suis pas elle, je lui en ai parlé, je ne suis pas la seule, pour lui dire, mais pourquoi ne dites-vous rien là-dessus? Vous êtes une icône, enfin vous avez été une icône, vous êtes encore une icône dans ce pays, vous avez été enfermé pendant tant d'années pour obtenir une démocratisation, et vous êtes silencieux sur cette question qui n'est quand même pas, c'est pas un petit fait divers, enfin, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui concerne 10-15 personnes, c'est une vraie stratégie de discrimination. Et elle est très silencieuse, elle ne répond pas, elle tourne comme ça, autour du pot, si je peux dire, elle n'a pas une réponse franche. En discutant avec ceux qui la fréquentent en Birmanie, y compris avec les gens de la société civile, qui ne sont pas toujours tous d'accord avec elle, parce que personne ne fait l'unanimité, d'ailleurs quelque part, sans doute heureusement, et on lui reproche, y compris au sein de la société civile birmane, ce silence sur cette question. Il y a des gens qui essayent de la pousser et elle refuse. Ce qu'on me dit, c'est que si elle refuse, c'est parce que, comme elle souhaite devenir présidente, et que si on veut devenir président dans un pays où il règne un état d'esprit assez critique, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les Rohingyas, prendre position sur ce dossier est une façon éventuellement de se couper d'une série d'électeurs. Bon, c'est peut-être pas très glorieux, parce que c'est une vraie question, et une vraie question politique qui fera partie de la campagne des présidentielles, et si on ne parle pas de ça, c'est comme si, je sais pas moi, on parle du Moyen-Orient et on ne parle pas du conflit israélo-palestinien, on parle tout sauf de ça, ce serait quand même bizarre. Et donc, je pense que là-dessus, c'est vrai, moi aussi, ça me fâche, parce que je trouve que quelqu'un qui a ce poids-là, et cette audience ou cette aura-là, qui se tait sur ce sujet, c'est très problématique. Est-ce qu'elle sous-entend, je n'en sais rien, que le jour où, si elle arrive à la présidence, qu'elle sera susceptible de faire quelque chose après, quand elle y sera? Je n'en sais strictement rien et je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je le regrette. Je pense qu'il faut que les forces de la société civile birmane, mais aussi européennes et doivent se mobiliser pour la pousser, pour mettre ce sujet dans la campagne électorale des présidentielles, mettre ce sujet sur le thème des droits, même s'il y a du racisme anti-Rohingyas, je pense que c'est notre devoir d'être du côté de ceux qui veulent résister, qui veulent reconquérir des droits pour ces populations. On doit le faire. Pas pour ça qu'on va le gagner, mais on doit le faire. Donc voilà, c'est une position européenne qui est donc, à la fois forte sur les droits de l'homme, mais dont on sent que quand on la met au regard des aspects de type investissement ou économie, ce n'est pas nécessairement deux pieds qui sont exactement égaux. Mais moi je me mets du côté du droit, je ne suis pas contre l'économie, mais du côté du droit ou des droits. Et donc je pense que c'est là que nous devons nous retrouver. Je paraphrase ce que vous avez dit hier soir, je vous ai entendu
à la télévision avec M. Edgar Morin, et où il faut être du côté de ceux qui résistent, et c'est ça qu'on essaye de faire cet après-midi. Merci de cette invitation. Merci à vous, Isabelle Durand, de cette présentation. Je pense que c'est important aussi de se rendre compte qu'au niveau européen, il y ait des femmes et des hommes, des personnes engagées politiquement, des parlementaires qui essayent aussi de faire porter une voix et au-delà du silence international, aujourd'hui, qui soient engagés. Malheureusement, c'est pas suffisant, c'est pas suffisamment visible, mais il faut saluer les premières étapes de cette mobilisation, en tout cas de briser le silence. Alors moi, ce que j'aimerais faire, puisque le temps est court, vous voyez, regardez par exemple cette salle aujourd'hui. Alors on peut déjà être content, on va regarder les choses avec le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. La salle est à moitié pleine. Il se trouve que sur beaucoup de conférences que l'on fait, les salles sont pleines. Et quand il s'agit de ce sujet spécifique, je peux vous le dire, ça fait maintenant une dizaine de conférences que je tiens autour de ce sujet-là. Malheureusement, le taux de mobilisation autour de cette question est tout à fait insuffisant. Et ça prouve une chose en termes de citoyenneté pour nous tous. C'est qu'en fait, malheureusement, il faut qu'il y ait un drame quelque part, il faut qu'il y ait une mobilisation médiatique pour qu'il y ait une mobilisation citoyenne. Et aujourd'hui, c'est trop souvent le cas. Et ce qu'on doit faire, c'est le contraire. C'est qu'il faut aujourd'hui une mobilisation citoyenne qui permette une mobilisation médiatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on engage un mouvement citoyen, mais c'est le cas pour les Rohingyas aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus général. Il faudrait qu'on ait une conscience qui soit avant les médias, pas qu'on attende. Je veux dire, c'est ce que je dis toujours, même par rapport à la question des Palestiniens, il faut que des bombes leur tombent dessus pour qu'à un moment donné, ça se réveille. Donc on a une mobilisation qui est trop médiatique. Et ces causes-là demandent une vision longue, elles demandent une compréhension de la complexité. Et ce que j'aimerais faire pendant la demi-heure que j'ai, c'est simplement une introduction à un certain nombre des facettes dont il faut tenir compte. Alors il a été dit, je ne vais pas revenir là-dessus, la question de l'histoire de la Birmanie, moi j'ai été engagé pendant longtemps dans le soutien de Aung San Suu Kyi. Pendant longtemps, c'est-à-dire que prendre fait et cause au moment où elle est assignée à résidence, au moment où il y a une persécution contre le régime militaire. Et je l'avais vue au Moyen-Orient, j'allais aller vers elle pour lui dire exactement ce que vous lui avez dit. On m'en a empêché, j'avais envie de lui dire, je ne peux pas comprendre vos situations. Et moi, je suis plus sévère que beaucoup, non seulement je ne comprends pas, mais s'il n'y avait eu que le silence, ça irait, mais ce qu'elle a parfois dit en certaines circonstances, c'est plus grave que ça, je vais y revenir. Mais toujours est-il qu'il y avait cette histoire des militaires et une mobilisation, et c'est vrai aujourd'hui que nous assistons, dans ces dernières années, à une ouverture par rapport à la charte de plan militaire. Le pays est en train de s'ouvrir, et quand on dit le pays est en train de s'ouvrir, c'est pas uniquement, il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Toutes les personnes qui vous disent le pays est en train de s'ouvrir, quand les gens ne parlent que politique, le début de l'analyse d'un pays qui s'ouvre, c'est de considérer les questions géostratégiques et économiques. Et il y a d'énormes intérêts en jeu. C'est un pays extrêmement important pour plein de raisons géostratégiques et économiques. Ce n'est pas uniquement le pays se démocratise, bienvenue chez les démocrates, c'est le pays se démocratise, les marchés s'ouvrent, et géostratégiquement, il y a énormément de profits à tirer de cette nouvelle situation. Donc il faut qu'on tienne ça en compte. Si par exemple aujourd'hui on vous dit il y a de nouvelles relations avec l'Iran, c'est pas parce que l'Iran serait devenu plus démocrate, c'est parce qu'aujourd'hui il y a un formidable marché économique en Iran et qu'on est en train de se disputer à savoir qui est-ce qui va avoir le... Donc il faut qu'on considère. Je veux dire, malheureusement, et encore une fois, tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, où on a pensé la grande démocratie pour les pays arabes, c'est des questions qui sont de nature aussi économique et géostratégique. C'est la même chose pour la Birmanie, c'est la même chose pour Myanmar, c'est la même chose qu'il faut considérer. Il faut déjà commencer par avoir une perception plus large. Donc on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais déjà simplement d'avoir le souci des enjeux économiques et géostratégiques. La deuxième des choses, qui est une vraie responsabilité de la conscience humaine.
quand on a des rapports, quand on a des institutions qui nous disent aujourd'hui la population des Rohingyas est parmi les populations les plus discriminées au monde. Et que parmi ces populations qui sont les plus discriminées au monde, qu'on en soit à un niveau de désinformation, pas de désinformation, de non-information aussi grave, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si on vous dit il y a quelque part des personnes qui sont persécutées, où on est dans le massacre, et qu'on n'est pas au courant, je veux dire, la conscience humaine qui doit être la nôtre, elle doit se réveiller en se disant il y a un problème quand même. Il y a un problème. Soit on est uniquement porté par une espèce de mobilisation à géométrie variable sur les principes, soit à un moment donné, il faut qu'on en fasse le compte personnel. Donc encore une fois, moi j'ai envie de retourner les choses vers nous en tant que citoyens européens en disant mais il y a un vrai travail, il faut aller chercher l'information. Donc vous êtes là, mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup de gens vis-à-vis desquels il faut faire un travail continu d'information. Et ça, ce sera un des éléments de ma conclusion par rapport à ce peuple discriminé. Et dernier élément de l'introduction, ce que je disais, c'est ce qui m'intéresse dans mon propos, c'est essayer d'ouvrir sur le champ plus global. Parce qu'il faut se méfier de ceux qui ont envie de traduire la question la question spécifique de Rohingyas en disant c'est un conflit bouddhiste contre musulmans. Ou alors de finir les musulmans sont discriminés donc c'est contre les musulmans seulement. Il faut faire attention à ça. Il y a de ça puisque c'est une population musulmane et qu'ils ont même joué du climat international sur la question de l'islam, c'est une évidence, mais il n'y a pas que ça. Il y a des questions qui sont fondamentales et dont il faut qu'on se rende compte aujourd'hui que nous partageons au niveau du discours international et européen en particulier des questions ici dont il faut se rendre compte de façon approfondie. Je vais revenir et je vais clarifier ma position. Donc, première des choses, c'est une chose dont il faut se rendre compte et qui est dans le discours d'un certain nombre de leaders. Et le discours d'un certain nombre de leaders qui sont et qui font face à cette répression-là, vous aurez aussi la possibilité peut-être de parler avec ceux qui viendront, qui viennent de là-bas et qui vous en parleront tout à l'heure. Je pense que c'est très très important, au-delà même de la question de la journée de la femme, dont on salue le fait que le combat ne s'arrête pas et qu'il faut qu'il continue, mais de pouvoir partager avec des gens qui viennent de cette expérience-là, qui peuvent partager l'expérience de l'intérieur. Tout à l'heure, Inch'Allah, il y aura cette rencontre. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on entend... Moi, j'ai rencontré un certain nombre de leaders qui ont mis en évidence une chose, ils disent il y a un vrai conflit, il est historique, mais il y a aussi le jeu du gouvernement et d'un certain nombre de personnes qui mettent les gens les uns contre les autres, selon la formule diviser pour mieux régner ou pour garder une somme de pouvoir, ou en tout cas un accès au pouvoir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sous le régime militaire, il y avait un front uni de gens contre les militaires. Et à un moment donné, le pays s'ouvre et tout à coup, ce nouvel ennemi, c'est ces populations-là, on s'unit et on joue l'unité sur la base de cette opposition à cette population-là. Et donc il y a la création d'une nouvelle unité interne dont on peut jouer, sur laquelle on peut s'appuyer, et qui joue sur le fait de créer l'ennemi, créer l'altérité, c'est-à-dire le regard de ces autres qui ne sont pas vraiment des nôtres. Et donc il y a un jeu ici politique dont il faut faire l'analyse, c'est-à-dire que ceux qui sont en face, ils se rendent bien compte qu'on met la population dans une situation de battage, et il y a même des gens qui ne peuvent pas parler, et qui ont peur de parler de cette situation, on le met dans une pression, donc il y a un jeu gouvernemental. Et encore une fois, ça, il faudrait quand même qu'on se rende compte du jeu politique. Malheureusement, quand on voit cette situation-là à Myanmar, et qu'on l'a vu au Moyen-Orient, on ne fait pas suffisamment ce travail de dire mais qui a intérêt à ce type de division? Qui est en train d'essayer de jouer les uns contre les autres et pourquoi? Quels sont les intérêts qui sont en jeu ici? Et donc il y a effectivement une chasse gardée, il y a d'anciens intérêts qui sont en jeu, l'ouverture démocratique du pays, elle est dangereuse pour un certain nombre d'acteurs à l'intérieur. Donc le jeu sur cette division-là est important. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il faut absolument, quand on a un conflit qui se présente de nature strictement religieuse, qu'on fasse attention à ceux qui jouent l'émotivité religieuse
pour des intérêts économiques et politiques. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. C'est-à-dire que malheureusement, trop souvent, on se victimise, on a la tentation victimaire de la religion qui est victime sans se rendre compte que des gens vont jouer de ça, vont jouer de l'émotivité et des victimes et de ceux qui vont devenir les oppresseurs. Donc il faut qu'on fasse très très attention parce que on finit par penser que c'est un conflit religieux, mais c'est l'instrumentalisation du religieux à des fins politiques beaucoup plus cyniques. Et que de ce point de vue-là, il faut sortir pour en faire une critique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez exactement, les anciens militaires ou ceux qui ont des intérêts économiques, des agents économiques même, qui vont jouer sur ces divisions-là. Ça aussi, c'est une conscience qui est importante. Deuxième élément, c'est un élément aussi qui est lié à une chose que nous connaissons aussi en Europe, et sur lesquels joue énormément le discours ambiant, la propagande. En fait, c'est de dire, ces gens-là, les Rohingyas, ne sont pas en fait des membres de la collectivité nationale. Ce sont des immigrés. Ils viennent du Bangladesh, ils viennent de l'étranger. Et en fait, quand on leur enlève leur nationalité en 82, qui n'ont pas de nationalité, c'est-à-dire on dit, vous ne participez plus du pays, vous n'avez pas de passeport, on est en train de dire deux choses, vous n'êtes pas des nôtres et vous venez d'ailleurs pour nous. Tout ce discours sur l'immigré, celui qui vient, on connaît, c'est le vieux racisme, vous savez, je veux dire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelqu'un qui s'appelait Fernand Reynaud. Fernand Reynaud met en évidence le boulanger. Oui, vous connaissez le boulanger qui vient, et puis finalement il faisait le pain, et puis on le renvoie, il n'y a plus de pain parce que c'était l'étranger qui faisait le pain du français. Ce vieux racisme-là, il est en jeu là-bas en disant, ces gens-là, ce sont des gens qui viennent profiter, et qu'en fait, ce sont des étrangers, ce sont des immigrés, ils ne participent pas à l'identité nationale. Mais attention, pas simplement sur le plan religieux. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres ethnies, d'autres musulmans à l'intérieur du pays qui ne vivent pas les mêmes discriminations que les Rohingyas. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les musulmans, c'est eux spécifiquement. Il y a un problème culte ethnico-religieux, mais pas simplement religieux. Parce que certains musulmans qui ont été interpellés sur cette question-là ont refusé même de parler. Vous avez des gens dans le pays qui sont musulmans et qui se taisent. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu, parce que la pression est telle qu'ils vont donner l'impression d'être traîtres. Donc ce qu'on voit de Aung San Suu Kyi qui ne parle pas, c'est pas simplement elle parce qu'elle est leader. Ouais, elle, on le regrette parce qu'elle a un potentiel symbolique qu'on aurait aimé voir. C'est-à-dire, quand j'ai dit ceci à un collègue qui a la chaire de Aung San Suu Kyi chez nous à Oxford, je dis mais quand même, je veux dire, quand on a quelqu'un qu'on voit comme l'histoire de Mandela qui sort et qui, sortant de là où il vient, réussit à préserver ce symbole à une parole forte et qui n'a jamais trahi le principe, il me dit non, on ne peut pas demander à elle d'être ce que lui fut. Ok, d'accord, mais un peu quand même. Un peu quand même, c'est-à-dire avoir une telle force symbolique et ne rien dire, ou même dire autre chose que ce qui serait la dignité, c'est quand même plus que dommage. Toujours est-il ici qu'il faut se rendre compte de ces données pas simplement religieuses, mais qui sont ethnico-religieuses et qui jouent sur la question de l'étranger, de l'immigré. Et ça, encore une fois, il faut qu'on le dise avec force, tout en comprenant que c'est un grand problème international. La question des migrations et de l'immigration et des migrants, elle est partout. Je veux dire, moi, des fois, en tant qu'Européen, je ne me sens pas forcément de leçons à donner aux gens quand je vois que le discours on tient sur les migrés, ou les immigrés, ou les migrants. Je veux dire, quand on entend ce qui se dit en France sur les Roms, on se dit, vous n'avez pas de leçons à donner sur n'importe qui devrait parler de la dignité humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas la même chose, on est bien d'accord, il faut comparer le comparable. Les Roms sont très maltraités, discriminés, ils ne vivent pas ce qui est la mort et le meurtre, mais il y a quand même un manque de dignité dans le traitement du migrant. Parce que personne ne parle pour le migrant, il n'y a pas une valeur économique qui va être particulièrement importante dans la défense de ses droits. Mais là, on a ce problème-là. Il faut mettre la perspective des Rohingyas dans cette perspective du discours national.
Ce sont des immigrés, ils viennent du Bangladesh, ils viennent d'ailleurs, et l'islam qui en plus s'ajoute à leur statut en fait doublement des personnes qui s'installent, qui profitent et qui ne sont pas de la collectivité nationale. À un moment donné, ce discours-là, il est important parce que le passeport ne suffira pas. Le passeport, il est important, mais c'est joli comme ça. Le passeport ne suffira pas parce que c'est aussi la... C'est encore mieux. Là, c'est à ce moment-là que la musique vient. Et donc, c'est aussi la question de l'appartenance, qui est particulièrement importante, la question du récit commun de la nation. Les Rohingyas ne sont pas simplement déchus de leur nationalité, ils sont déchus de leur appartenance. Ils n'appartiennent pas. Ils sont perçus comme ne n'appartenant pas. Et là, il y a un discours aussi qui est extrêmement grave. On vient à un troisième élément. Encore une fois, vous allez voir que dans ce qui se passe au niveau local, vous voyez des choses qui ne sont pas loin des débats que nous, on peut avoir, avec moins de conséquences ici quant à la vie des gens, mais avec le même impact sur la question, par exemple, de l'identité. Il y a un vrai discours sur quelle est notre identité et comment se construit notre identité en mettant en évidence l'identité première, l'identité, ce qui va façonner d'abord l'identité des individus, des femmes et des hommes du pays, c'est l'appartenance au bouddhisme ou c'est l'appartenance à un certain nombre d'ethnies dont on peut trouver des catholiques, dont on peut trouver des hindous, des musulmans, mais encore une fois, tout ce discours sur l'identité est particulièrement important, et c'est là qu'on se souvient du titre sur les identités meurtrières, comment on définit son identité, comment finalement ça peut avoir un impact meurtrier. Je dis ceci pourquoi ? Pour qu'on cesse de se dire c'est uniquement la question de l'islam et c'est sur la question. Il faut voir vraiment la question c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça et il ne faut surtout pas tomber dans le piège de toute façon le bouddhisme c'est je veux dire inverser les choses en disant c'est des bouddhistes extrémistes et tout ceci. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a des gens, moi-même j'ai été extrêmement surpris, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont parlé, le Dalai Lama il a parlé à un certain nombre d'entre eux, ils sont sourds à sa réflexion parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. Ils disent qu'ils ne connaissent pas la réalité. Et donc même les enseignements bouddhistes sont étouffés par l'appartenance culturelle, le sentiment d'appartenance, l'identité en danger. Tout ceci a raison de tout le discours. À un moment donné, on s'aperçoit qu'il faut aller loin. On ne pourra pas simplement régler en disant le bouddhisme. Quelqu'un qui vous dit oui, mais le bouddhisme c'est la paix, c'est le nirvana. T'as rien compris, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme ceux qui, pour répondre à l'islam et la violence, en disant ah non, l'islam c'est une religion de paix. Ah, mais il y a des musulmans qui sont des meurtriers. Il y a des gens qui sont prêts à tuer des innocents, comme il y a des chrétiens qui font la même chose, comme il y a des laïcs qui sont très ouverts sur la diversité, mais ils peuvent tuer. Je veux dire, il ne suffit pas d'être laïque, agnostique, athée, juif, chrétien pour être ouvert d'esprit, c'est beaucoup plus profond. Il y a d'autres paramètres. Le fait religieux ne réduit pas la question, n'a pas résolu la question une fois que vous avez identifié telle ou telle personne. Ça, c'est... J'ai encore 5 minutes, 7 minutes, c'est ça? Ah, même carrément? Très bien. Donc, je dis ceci pourquoi? Parce que vous avez, au sein de la société birmane, le nouveau nom étant Myanmar, vous avez un vrai populisme. Un vrai populisme qui joue sur l'identité, qui joue sur notre appartenance, qui joue sur ce récit, et qui exclut ces personnes-là, et qui va aller extrêmement loin. Et je vais y venir ceci parce que c'est une des conséquences. Si vous voulez, vous connaissez pendant la guerre ce qu'on disait en Irak. On disait les dommages collatéraux. Les dommages collatéraux, c'était ces quelques personnes qu'on tuait, mais qu'en fait on ne visait pas au départ. Et il y en a eu quand même des centaines de milliers de dommages collatéraux. Il y a des dommages collatéraux
de la vaste campagne de la lutte contre le terrorisme islamique. On va le voir comment les populistes vont utiliser ceci, les populistes du pays vont utiliser ceci. Et là, vont utiliser toute cette idée de l'islam et du terrorisme et à qui on a affaire exactement. Donc on va utiliser tout le discours populiste et on va intégrer des campagnes ou une perception négative internationale pour expliquer ce sur quoi les choses, pourquoi les choses arrivent. Donc ce populisme-là, il faut aussi se rendre compte, il est émotionnel, il est identitaire, il est nationaliste et il est exclusif. Donc tout ce qu'on connaît chez le populisme qu'on a, même ici en Europe, avec des conséquences qui vont aller très très loin là-bas parce qu'on va en arriver à stigmatiser une population jusqu'à l'exterminer en fait, jusqu'à donner la mort. Donc des réflexes qui sont des réflexes dangereux. Aujourd'hui, heureusement pour nous, nous sommes dans le monde occidental protégé par les lois, nous n'en sommes pas arrivés à cela et ça n'arrivera pas, Inch'Allah, ça n'arrivera pas. Toujours est-il que ce que je suis en train de mettre en évidence, c'est les mêmes mécanismes qui font monter l'émotivité, le populisme, la stigmatisation, le fait de dire à des gens qui étaient à l'intérieur, qui avaient même un passeport, vous êtes des étrangers, vous n'êtes pas des nôtres, jouent. Et ce qui est extrêmement grave, c'est que ce que l'on voit à l'œuvre là-bas, on l'a vu en Afrique. Souvenez-vous, ce qu'on a pu voir en Afrique où on ne pouvait même pas imaginer que ça puisse arriver. Donc, des choses qui sont des réflexes identitaires, des folies, des espèces d'hystérie collective qui en arrivent à justifier l'injustifiable. Quatrième élément, c'est ce que je disais tout à l'heure et dont il faut tenir compte. Quand Aung San Suu Kyi a pris la parole, elle a pris la parole dans plusieurs situations. Mais à un moment donné, elle a dit, et elle a laissé entendre, oui, mais quand même, les musulmans et la question de la violence. Et vous savez qu'un certain nombre de ces gens qui étaient à l'avant-garde de tout ce qui était le fait de tuer les musulmans ou de tuer les Rohingyas et de s'en prendre à eux, de les discriminer, un des éléments c'était de dire attention, il y a du terrorisme, attention, il y a de la violence. C'est-à-dire les dommages collatéraux de ce qui avait été, ce que Bush avait lancé, la lutte contre le terrorisme. Et ça, vous l'avez entendu. Je veux dire, quand vous entendez ce qui se passe aujourd'hui à Gaza sur le fait de dire non mais attendez, là on a du terrorisme et tout ceci, puis finalement mettre toute la résistance dans le même paquet en disant ce sont tous des terroristes, il y a une logique du discours qui est extrêmement dangereuse. Ben, vous l'avez là-bas aussi. Implicitement, c'est de dire attention, ces musulmans, on ne peut pas leur faire confiance, attention, il y a de la violence. Et ensuite, systématiquement, une chose qu'on connaît dans l'État israélien et qu'on a vu là-bas, c'est de dire ah non, nous, ce qu'on fait, c'est une réponse à leur violence. C'est eux qui sont d'abord. Nous, on répond. Et là, vous avez eu des films où des moines interviennent et expliquent qu'en fait, ce qu'ils font, c'est de se protéger de leur violence. C'est eux les violences, c'est pas nous. Eux, c'est... Et puis ça se sait quand même, les musulmans, la violence, le terrorisme, donc nous, on se protège. Mais cette rhétorique-là, on la connaît, c'est pas nouveau. Cette position victimaire, souvenez-vous, Bush, après ce qui se passe le 11 septembre, explique que tout ce qu'il est en train de faire en Afghanistan et en Irak, c'est en fait, nous sommes les victimes. Je veux dire, Bush dire, nous sommes les victimes, c'est quand même, je veux dire, une petite question, au départ. Dans ce qui est sur le plan de la... Non, effectivement, il y a eu des victimes, c'est-à-dire le 11 septembre, il faut le dénoncer, le condamner, mais expliquer la politique internationale comme nous sommes les victimes de tous ces fous, eh bien, à un moment donné, cette logique-là, vous la voyez là-bas. Les Rohingyas sont des gens qui sont, eux, en train d'agresser, eux, en train de venir, ce sont des immigrés, ils veulent des droits qui ne sont pas légitimes, et nous sommes légitimes, et nous sommes justifiés à résister et à répondre à cette violence-là. Donc ça, c'est aussi particulièrement important. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment un certain nombre de discours qui ressortent en Afrique centrale. Mais un truc de malade, c'est-à-dire à un moment donné, on dit c'est pas possible, on ne va pas laisser quand même aujourd'hui voir ce qui est en train d'être
une espèce de transformation du conflit entre chrétiens et musulmans, avec des gens qui expliquent que finalement, ce qu'on leur fait, c'est qu'au départ, c'est eux les violents, et on le sait, il y a de la violence naturelle dans la tradition musulmane. Ce qu'on entend en Afrique centrale aujourd'hui sur le fait que des gens sont coupés en morceaux, tués, lynchés, et qu'on a la même chose à Myanmar aussi, la façon dont on traite les Rohingyas, c'est un élément qui est lié à une espèce de climat international. On a envie de dire à des moments donnés aux politiques, c'est bien, il faut faire quelque chose par rapport à ces populations-là. Il faut intervenir, on ne peut pas les laisser se faire massacrer. Mais ce que vous avez à faire aussi en amont, c'est de cesser de toute urgence ces campagnes négatives sur la perception de l'islam sur le plan international. Vous ne pouvez pas simplement sauver des individus et entretenir les climats qui vont le permettre. Ce climat-là est délétère. Ce climat international qui fait que la question de l'islam, de la violence et du terrorisme, vous l'entretenez pour défendre des intérêts géostratégiques. Vous ne pouvez pas ensuite venir et faire la leçon aux gens. Parce que ceci a été utilisé. Et voir ces populations-là, c'est quelque chose qui est inacceptable. Dernier élément que je voulais mettre en évidence, et c'est ça où moi j'ai été le plus bouleversé, c'est qu'à un moment donné, vous avez des moines. Moi, Dieu sait si pendant des années j'ai pratiqué, j'ai vécu, j'ai étudié, je suis allé là-bas, en Inde, en Asie, pour m'asseoir à côté de bouddhistes, pour comprendre ces traditions. Et j'ai beaucoup lu. Et c'est vrai que les enseignements bouddhistes sont d'une extraordinaire élégance quant à la dignité, quant à la paix intérieure. Bien sûr qu'il y a ça. Mais à un moment donné, vous voyez des moines qui vous justifient l'injustifiable. Et à un moment donné, ce qui m'a été expliqué par un bouddhiste dit il y a dans la tradition des gens qui vont réutiliser les enseignements bouddhistes, mais qui vont faire quelque chose de tout à fait capital. En fait, nous n'avons plus affaire à des êtres humains. Il dit, à un moment donné, il y a un processus de déshumanisation de l'autre. Il n'est plus un être humain. Et donc, ce qui va être logique par rapport à ces gens-là, c'est on n'est pas en train d'agir sur des êtres humains, on est en train d'agir sur des gens qui ont perdu leur humanité. Donc, nous sommes justifiés, au nom de nos valeurs, à le faire. Quand, d'un point de vue religieux, ou quand, d'un point de vue politique, celui que vous avez en face a perdu les qualités humaines, c'est le début de la barbarie. Mais vous allez vous rendre compte qu'on le voit dans toutes les traditions, c'est-à-dire à un moment donné, quand la valeur d'un homme ne vaut pas la valeur d'un homme, il y a un problème dans les gens qui regardent. Internationalement, aujourd'hui, la valeur des Africains, la valeur des Asiatiques n'a plus la même valeur que la valeur de la vie des Occidentaux dans les comptes que l'on fait des morts. On est colonisé par des réactivités qui ne sont pas pareilles. Ça n'est pas acceptable. Et quand on voit aujourd'hui des discours religieux qui peuvent, même du point de vue de l'islam, il y a du point de vue de l'islam aujourd'hui des gens qui en Syrie ont déshumanisé leurs opposants. Et donc tout est possible. Puisque tu n'es plus un être humain, je te traite comme rien. Et avec la tradition bouddhiste, vous avez des choses qui sont des trahisons, des principes du bouddhisme, avec une seule chose qui peut se comprendre, c'est justifier au nom du bouddhisme ces attitudes-là parce que nous n'avons plus affaire à des humains. La déshumanisation sur le plan ethnique, sur le plan religieux, est l'un des grands éléments. Et donc vous voyez, je termine là, qu'on ne peut pas simplement en venir à une vision restrictive ou réduite de ce qui se passe. Premier élément, nous avons affaire à des intérêts géostratégiques et économiques de première importance. Deuxième élément, nous avons affaire à des vraies questions qui sont liées aux migrations. Nous avons affaire à des vraies questions qui sont liées à l'identité. Nous avons affaire à des vraies questions qui sont liées à la politique globale quant à ce qui est aujourd'hui. Vous savez, on a toujours répété Huntington a tort sur le clash des civilisations. Et il a tort sur le fond, mais ce que nous voyons sur la forme que prennent les rapports entre civilisations, le climat qu'il y a autour de la question de l'islam sur le plan international a permis à des gens de déshumaniser un certain nombre de personnes sur le plan du terrain. Et ceci, c'est grave. Et on en arrive au dernier élément, c'est la vraie question religieuse. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez des bouddhistes aujourd'hui qui vous disent qu'on a essayé de leur parler,
et ils justifient au nom de notre tradition commune des attitudes parce que nous ne savons, ils nous disent, vous ne savez pas à qui on a affaire, vous ne savez pas qui sont ces gens-là, vous ne savez pas leur violence. Donc on va contextualiser tellement que les enseignements bouddhistes ne sont plus opérants. Mais non, vous ne comprenez pas. Bien sûr qu'il faut la paix, bien sûr. Mais là, vous ne comprenez pas, parce que eux, ce sont des étrangers. Eux, ce sont des colonisateurs. C'est eux les violents, c'est pas nous. Nous résistons, nous ne tuons pas. Dès que vous avez complètement inversé l'ordre de la perception, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il ne faut pas le réduire à bouddhiste versus musulman, c'est complètement stupide. Traduire cette réalité comme un conflit strictement religieux, c'est stupide. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut avoir le sens de la complexité en disant aujourd'hui qu'il faut interpeller les gouvernements européens en disant « écoutez, maintenant il faut parler ». Et il faut parler, et on ne peut pas, au nom d'intérêts géostratégiques, on ne peut pas, au nom d'intérêts économiques, ne pas considérer la dignité des femmes, quelles qu'ils soient, même les populations les plus éloignées. Donc ça, c'est aussi à nous, aujourd'hui, d'engager ce travail de formation et d'information, et d'en arriver à se faire entendre, d'interpeller nos politiques sur le climat qui est en train de s'instaurer à travers le monde. Il y a un climat qui est malsain, et qui a des répercussions concrètes, partout. Alors, dans notre quotidien, nous, en Occident, ça peut être de la discrimination, ça peut être du racisme ordinaire, et puis c'est la mort ailleurs. C'est la mort ailleurs. Mais c'est un climat qui est aujourd'hui absolument inacceptable. Et puis, ça aussi, c'est important. Si on veut résister... Vous savez, vous avez fait référence à l'émission d'hier avec Edgar Morin, et moi, quand je lui disais, c'est quelqu'un que je connaissais avant qu'on ait fait le livre, et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez cet homme. C'est cette idée-là, on est toujours du côté de ceux qui doivent résister. Toujours. Et il y a une espèce de dignité critique comme ceci. Même avec les siens, il est sorti du communisme en étant extrêmement critique. Mais en même temps qu'il y a cette nécessité de la résistance, il faut aussi, aujourd'hui en particulier, qu'on regarde en face les climats qui s'installent. Ce qu'aujourd'hui, la couverture médiatique a installé dans nos têtes qui fait qu'on est devenu tellement habitué à des nombres de morts ailleurs que l'unité d'un mort ailleurs n'a pas le même sens que l'unité d'un mort chez nous. Et que quand ça, c'est entré dans notre tête, c'est qu'on est malade. Moi, un esprit malade, c'est qu'un esprit qui, quand il entend qu'un occidental est mort, ou qu'un des siens est mort, il réagit davantage que quand un mort ailleurs ne l'émeut plus de la même façon. Quand on a cette hiérarchie de la vie et de la dignité des hommes, il y a quelque chose qui s'est inscrit. Nous sommes colonisés par quelque chose d'extrêmement malsain. Ça commence chez nous, et puis les Rohingyas aujourd'hui, le peuple parmi ceux qui sont les plus discriminés au monde, eh bien ils souffrent de nos indifférences. Leur mort ne nous atteigne pas, parce que les médias n'en parlent pas. Et si les médias sont ceux qui font la valeur de notre qualité de jugement, il y a un vrai problème avec nous, pas simplement avec les médias. Merci. Et on va passer au débat. Si vous avez une question, il suffit de lever la main et on vous passera le micro. Ouais, tous en même temps. Bonjour à tous. J'ai plutôt une question d'ordre de position au niveau politique. Qu'est-ce que peut faire, par exemple, des pays qui ont récemment signé une coopération politique avec la Birmanie, notamment la visite du président Thein Sein récemment, l'année dernière en tout cas, en France et en Angleterre. Est-ce qu'il y a des positions fermes qui sont prises, ou c'est simplement des discours plutôt politiques destinés à calmer les organisations humanitaires qui militent pour cette cause? Est-ce qu'il y a un réel poids, ou c'est simplement voilà, est-ce que c'est comment on appelle ça, de la peau de rosier, quoi. C'est plutôt ça. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure pour l'économie, mais est-ce que l'Union européenne peut intervenir pour cette question? C'est une autre question. Bonjour tout le monde. En fait, j'ai l'impression un peu qu'il y a une
en fait. Que les personnes attendent qu'il y ait un génocide, qu'il se passe vraiment des drames avant d'agir. J'ai l'impression qu'on agit trop tard. J'ai vraiment l'impression que ce soit les Rohingyas, que ce soit israélo-palestiniens, que ce soit tous les génocides qui se passent pour l'instant, on laisse faire, et puis après on se dit à ce moment, ah oui, c'est vrai, il y a eu un génocide, c'est vrai, oui, il y a eu des milliers de morts, des centaines de milliers de morts, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement? C'est bien de faire j'ai entendu Madame Isabelle Durand dire, voilà, au Parlement, on est en train d'essayer de faire bouger les choses, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour éviter ça? Et pas dans 100 ans se dire que oui, voilà, il y a eu des drames, il y a eu des génocides, et laisser passer en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on stagne en fait. On est là, qu'on parle, déjà on n'est pas, ça va, on est quand même assez nombreux, mais bon, j'ai envie de dire, on pourrait l'être encore plus. Qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire pour faire bouger les choses et pour agir concrètement et que ça ne s'arrête pas à des textes, mais qu'il y ait des lois, qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on est là, je pense qu'on est des gens motivés, qu'on a pris la peine de participer, de vous écouter, mais qu'est-ce qu'on va faire réellement pour que les choses bougent, que les choses changent et faire quelque chose de concret? Voilà la question à vous trois. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Salam alaikum. En fait, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait interpeller les gouvernements européens, mais pourquoi pas aussi interpeller aussi les gouvernements des pays musulmans, enfin les pays du Golfe par exemple, puisque on appartient à la même communauté. Donc, les gouvernements européens, puisque pour eux c'est le droit qui compte, mais pour les musulmans, puisqu'on est tous des frères et sœurs, en islam, pourquoi eux ils n'interviennent pas, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ou même les pays limitrophes, comme par exemple l'Indonésie et la Malaisie, qui sont, c'est nos frères et nos sœurs, et pourtant on n'a pas l'impression d'avoir une solidarité, à part justement des Européens, mais les Européens, ça vous avez compris quoi, ils sont... Non, c'est intéressant, non, mais c'est intéressant de voir ça, parce que eux ils comprennent le droit, et ils ont raison. Parce que les Européens, justement, eux ils comprennent le langage du droit, et ils ont raison, mais les musulmans, enfin voilà, c'est triste de voir que dans la communauté, il n'y a pas de solidarité. Pas assez en tout cas. Donc, d'abord sur la première remarque ou question qui concerne l'Union européenne. Alors c'est vrai que, Tariq Ramadan l'expliquait, il y a évidemment des enjeux qui sont les enjeux du sous-sol aussi. En Birmanie, c'est un pays riche en pierres précieuses, riche, intéressant, si je peux dire, d'un point de vue de ses minerais et de son sous-sol. C'est un pays qui est intéressant, vous l'avez dit, d'un point de vue géostratégique, parce qu'il est, par rapport à la Chine, je dirais, le dernier rempart, si je peux dire, par rapport à la Chine. C'est un grand pays. C'est un pays considéré par les Européens, mais aussi par les Américains, comme un pays un peu tampon. De la même manière que l'Iran peut être aussi un pays un peu tampon, c'est-à-dire géographiquement, il est situé à un endroit où il est intermédiaire. Et donc, avoir des alliances avec des pays intermédiaires, je dirais pour la stabilité régionale et pour des raisons économiques, c'est important. Donc ça, c'est pour rappeler la situation. Alors c'est vrai que c'est pour ça que les Européens se sont aussi mobilisés. C'est parce que ce pays représentait quelque chose de plus, de particulier par rapport à un autre, un grand pays, un pays qui se trouve aux abords à la fois de la Chine, du Bangladesh et qui, dans une partie du monde, peut représenter, s'il se démocratise, et je dis bien s'il se démocratise, avec tout ce que veut dire la démocratisation, c'est-à-dire non seulement un parlement élu, mais un respect des droits humains. S'il se démocratise, c'est tout autre chose que s'il se radicalise. Bon, voilà. Donc ça, c'est la raison pour laquelle les Européens ont, je dirais, mis l'accent sur ce pays plutôt que sur d'autres, et d'ailleurs ont mis en place une délégation de l'Union européenne sur place. Mais c'est vrai que, comme vous le disiez, monsieur là-bas dans le coin, qui expliquait que les Européens, ils ont une façon de voir le droit et les autres, ou une autre, enfin pas une autre, mais vous disiez, nous
voilà, sans être explicite, mais on a bien compris ce que vous vouliez dire. Je pense que, oui, c'est bien que les Européens soient mobilisés, mais ça ne suffit pas. Je suis d'accord avec vous. Je pense que d'une part, il y a un autre partenaire qui se mobilise pas mal, pour des raisons pas toujours extrêmement non plus liées à la générosité humaine, mais liées à toutes sortes d'intérêts, c'est les États-Unis. Et c'est vrai que les pays voisins, les pays à majorité musulmane voisins, vous les avez cités, les pays du Golfe, on les entend assez peu sur le sujet. Et je trouve aussi que la mobilisation pourrait être plus large pour exercer des pressions sur le gouvernement du Myanmar pour que, pour répondre à madame, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Pour travailler concrètement, on doit, un, avoir des lois dans ce pays, et deuxièmement, avoir des lois qui sont appliquées. Parce qu'avoir des lois, c'est bien, quand les avoir appliquées, c'est mieux. Avoir des lois dans ce pays, ça veut dire pour ça qu'il faut qu'on vote des droits pour ces personnes. On doit cesser non seulement de les considérer comme des immigrants du Bangladesh illégaux, mais ils doivent redevenir des citoyens à part entière avec les droits qui vont avec. C'est-à-dire le droit non seulement d'avoir un papier, d'exister, mais aussi les mêmes droits que les autres pour se marier, pour avoir accès à la propriété, pour avoir accès à un travail, etc., etc., toute la lutte anti-discrimination. Ça, c'est à la fois des lois que le gouvernement birman doit prendre, et pour que le gouvernement birman les prenne, il faut évidemment qu'il y ait des pressions pour qu'il les prenne. Des pressions à la fois de l'intérieur, dans le cas des élections, mais aussi des pressions de l'extérieur, de tous ceux qui viennent pour les affaires, si je peux dire, et donc ça vient à la question que vous posiez. Qu'est-ce que les États membres de l'Union européenne ou les autres pays qui vont faire de l'activité économique, on ne peut pas le leur reprocher, mais il y a quand même des conditions à ça. On ne peut pas accepter, ceci dit, il y a pas mal de grandes compagnies américaines, européennes ou autres, qui ont eu, de par le monde, des comportements scandaleux à l'égard de toutes sortes de minorités. Je peux vous citer des exemples dans tous les pays du monde, que ce soit en Afrique subsaharienne, et peu importe, je dirais, les grandes compagnies ont souvent des comportements, y compris d'accepter des pendaisons, d'accepter des comportements en matière de droits de l'homme sur des minorités qui sont complètement inacceptables. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que pour agir concrètement, on doit, nous, organiser la pression sur les politiques. Il y a 3 niveaux. Il y a un niveau citoyen, qu'il soit composé de gens comme vous qui viennent peut-être par fraternité musulmane, mais aussi par fraternité humaine, tout simplement. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une histoire ici. Moi, je ne suis pas musulmane, mais quelque part, c'est pas ça la question. Et on le disait bien, c'est pas une question de religion. D'ailleurs, méfions-nous, vous citiez la Centrafrique. La Centrafrique, c'est pas du tout un conflit religieux. Hein. C'est un conflit qu'on a transformé en conflit religieux, mais qui, au départ, n'a rien de religieux. Pourquoi les gens se tuent et s'entretuent de façon absolument horrible? C'est pas du tout pour des raisons religieuses, ces gens ont vécu ensemble pendant des décennies sans jamais qu'il y ait aucun problème. On en a fait une question religieuse, mais c'est une question qui est éminemment autre, mais qui est traitée comme une question religieuse. Donc on doit sortir de ce prix. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous? C'est pas moi qui donne la parole. On doit à la fois agir concrètement sur des pressions, d'abord, faire savoir, 2, faire des pressions, et moi je salue l'organisation dont j'ignorais l'existence, mais qu'à partir d'aujourd'hui, je ne l'ignore plus. Voilà, pour que une prise de conscience se fasse, des soutiens à la fois humanitaires, des soutiens fraternels, des soutiens politiques, des soutiens citoyens, je pense qu'il faut les multiplier, et les multiplier de façon transnationale. Ce n'est pas que les petits Belges ou les petits Bruxellois qui doivent se mobiliser. Il faut organiser ça de façon transnationale pour qu'ailleurs, dans d'autres pays, des groupements, des organisations, elles aussi, fassent pression et se mobilisent contre les discriminations existantes. Et enfin, pour répondre à la question de madame, in order to answer to your question about the women, well, of course I am a woman and a woman in the European Parliament, but I think that the Rohingyas question, it's not only a question of women, it's a question of men and women. It's a question for all a community which is totally discriminated. And I cannot accept it. Of course I am more sensitive for the women question because I am a woman. But of course we have to do together, men and women, for this community what we have to do. And I want to work also with the men in the European Parliament in order to support all the community. But I think that maybe the women, and because Aung San Suu Kyi is a woman, maybe we can have maybe a way to do or a wording maybe more efficient. But we have to take our responsibility as women especially, but also with the women in order to change the reality for this community.
approfondir ce qui vient d'être dit avec la question. La question c'était en tant que député, en tant que femme, qu'est-ce que vous pouvez faire et comment est-ce que vous pouvez être efficace au niveau du Parlement dans la position particulière que vous avez, qui est une position de visibilité et de pouvoir d'une certaine façon. Et la réponse était que votre engagement, il n'est pas simplement, vous êtes intéressé en tant que femme, mais votre engagement, c'est hommes et femmes ensemble pour cette cause-là, et que ça ne soit pas simplement une question de femmes, mais une question de principe qu'on doit défendre, hommes et femmes ensemble. J'ai bien traduit, oui. Ça marche. Même si Aung San Suu Kyi est une femme, et que je suis une femme, et que peut-être les femmes pourraient avoir une parole un peu particulière sur cette question, mais on ne pourra la faire avancer que si on la fait ensemble, parce que c'est toute une communauté qui est mise en danger, pas seulement la question des femmes rohingyas. Voilà. En d'autres termes, même le 8 mars, les hommes, il faut qu'ils parlent. Et qu'on parle ensemble. Sur la question de quelle pression, vous avez posé une question sur quel type de pression on peut faire, c'était ça que vous aviez demandé. Encore une fois, je pense qu'il faut qu'on soit... Le problème dans ces situations de discrimination ou d'extermination ou de violence, il faut aussi qu'on ait un regard très très réaliste sur les enjeux. Alors c'est vrai, il y a la question des ressources et des minerais, il y a la question de la géostratégie, il y a la question très importante de la Birmanie qui est ici entre le Bangladesh mais la Chine aussi. Et ça c'est vraiment capital, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui sur le plan régional quelles peuvent être les implications géostratégiquement. Donc la pression, elle est en fait inversement proportionnelle aux intérêts en jeu, et donc beaucoup de gens se taisent aujourd'hui en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gouvernements européens qui savent très bien ce qui se passe et qui diront rien, ou qui diront exactement ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, c'est pas le moment, on va attendre les élections. J'ai même entendu des gens qui m'ont dit il faut laisser le temps à Aung San Suu Kyi de prendre le pouvoir, ce qui n'est pas du tout sûr, elle n'est pas du tout sûre de gagner, elle ne s'est pas encore gagnée du tout, pour qu'ensuite elle prenne une position beaucoup plus claire. Et donc il faut lui faire confiance sur les... Donc, encore une fois, les pressions, il faut les faire, il faut mettre en évidence tous ces intérêts-là avec le réalisme de femmes et d'hommes qui savent que tous ces intérêts-là, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte d'autant plus que même les pays voisins, je ne sais pas si vous entendez, vous avez vu ce qui s'est passé avec la mort de combien d'activistes et de populations civiles du Xinjiang en Chine, c'est-à-dire il y a une véritable aussi réalité d'une minorité opprimée, qui n'est pas la seule d'ailleurs, hein, mais qui est opprimée là-bas, et donc de ce point de vue, il faut faire un travail beaucoup plus large, en sachant que encore une fois, ça va dans un sens comme dans un autre. Des nouvelles relations avec l'Iran, mais pas parce que l'Iran s'est démocratisé. Après, on peut prendre la figure du nouveau président, comme si tout à coup le nouveau président avait changé le guide de la révolution. Ben non, il n'a pas changé le guide de la révolution, mais simplement il a ouvert une porte qui va permettre d'établir des relations. Ce qui ne veut pas dire que je soutenais la politique américaine et européenne avant par rapport à l'Iran, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Mais il y a des considérations économiques, géostratégiques très très importantes aujourd'hui. Le Moyen-Orient est en train il y a une espèce de mutation en termes d'enjeux, et donc il y a tout ça à prendre en compte. Sur ce que vous disiez par rapport à... je reviendrai à votre question à la fin, parce que j'aimerais prendre ce que vous disiez par rapport au monde, aux sociétés majoritairement musulmanes et aux États. Là aussi, il faut arrêter de rêver. Non, il faut arrêter de rêver. Je veux dire que parmi les réponses les plus dures aux gens qui sont venus chercher la protection de l'extermination en Birmanie, il y a eu la réponse du Bangladesh. C'est extrêmement violent ce qui leur a été fait. C'est-à-dire on les refuse, on les renvoie, on ne veut pas les recevoir. C'est-à-dire que le passage de la Birmanie au Bangladesh se fait de façon clandestine. Et quand vous entendez un certain nombre de Bangladeshis parler des... j'ai l'impression, toute comparaison retenue, j'ai l'impression de faire face à des gens
en Suisse de l'UDC d'extrême droite. Ouais, non mais vous voyez ce que je veux dire? Raciste, la question musulmane, mais ça n'a rien à voir, ce sont des étrangers, ce sont des voleurs, c'est des gens qui sont... Mais le discours est horrible. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de perception, de classe, de nationalisme. Et donc de ce point de vue, alors, maintenant si vous voulez, si vous espérez quelque chose, du point de vue des droits humains, et de la défense des opprimés, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats, de Bahreïn, rêvez. Rêvez. Il n'y a rien à attendre de ces pays dans la question de la défense des droits de l'homme. Et d'ailleurs, les décisions souvent qui sont prises dans ces pays-là, ce n'est pas exactement la part qu'elles sont prises. Si vous voyez ce que je veux dire. Toujours dans Là, non. Mais là, entre nous, je vais faire comme vous. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Donc à partir d'un certain moment, le monde majoritairement musulman, cette solidarité, je veux dire, quand vous voyez comment les Arabes traitent les Africains, quand vous voyez comment les Asiatiques peuvent se traiter entre eux, à un moment donné, il faut se dire, oui, il y a un vrai travail d'enseignement des valeurs élémentaires de ce que c'est que notre religion à ces gens. Déjà, l'ABC. Que tu sois blanc ou que tu sois noir, tu as la même valeur. Déjà, parce que moi je suis désolé, ce que je dis par rapport à l'Occident, quand on voit comment, je veux dire, quand je vois, j'arrive au Qatar, d'accord, j'arrive au Qatar, et on me raconte cette histoire-là vous savez qu'il y a énormément de gens qui viennent d'Inde, et qui viennent du Sri Lanka, et qui viennent travailler là. Il y en a un qui fait la sécurité à l'université, il se trouve devant une grosse voiture de quelqu'un qui est du pays. Et il dit à la personne de la voiture, vous ne pouvez pas entrer avec la voiture. La personne, elle prend la voiture, elle lui passe dessus. Je crois qu'il y avait plus de 50 brisures. Il lui roule dessus. Et nous, on va venir, on va dire, au nom de l'islam, est-ce qu'elle a dit Bismillah avant de commencer la voiture? La réalité, c'est que de ce point de vue-là, il faut arrêter. Aujourd'hui, nous, ce qu'il faut qu'on comprenne, du point de vue, moi, si j'ai une chose que je comprends du point de vue de l'islam, c'est qu'il y a des principes. Il y a des principes que je considère comme étant des principes ancrés dans ma religion et qui sont universels. Et qu'aujourd'hui, de là où vous êtes, il faut tenir le discours critique à l'endroit de tous les États majoritairement musulmans sur ces principes-là. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des menteurs, et on ne va pas s'arrêter. Non, ça c'est facile, c'est vas-y, cause, et nous on est derrière toi. Celui qui ne peut pas aller dans le pays, c'est moi. Je paye la note. Non, mais là vous rigolez, mais c'est vrai, en l'occurrence. La réalité c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tenir ce discours à un moment donné, il faut qu'on soit extrêmement autocritique et qu'on ait ce courage-là, et que le discours qu'on tient par rapport aux pays européens, on le tienne par rapport aux pays majoritairement musulmans, et qu'on le dise. Vous ne vous intéressez pas aux Africains, vous ne vous intéressez pas aux Rohingyas. Au Bangladesh aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont dans l'opposition. Vous pouvez être contre les islamistes, vous pouvez faire la critique, c'est ce que j'ai fait, mais ça ne peut pas justifier le meurtre de civils, la pendaison des opposants, la peine de mort appliquée sans distinction. Ça, c'est pas possible. Et ça, ce sont des pays majoritairement musulmans pour lesquels les Rohingyas ne sont que des sous-humains, sous-citoyens immigrés qui viennent. Et, vous voyez comme il ne faut jamais essentialiser. Quand vous avez des Bangladeshis et quand vous avez des Sri Lankais qui vont dans des pays des États du Golfe et qui sont traités comme des esclaves, il faut les dénoncer, mais de la même façon, il faut dire à ceux du Bangladesh qui traitent comme des esclaves, ceux qui viennent du Rohingya, que vous n'avez pas le monopole de la dignité. Tous les peuples sont dans le danger de l'arrogance, du racisme et de la discrimination. Nous tous, les Arabes, et encore une fois, quand on parle de l'esclavage, oui, parce que ça, c'est un truc qui m'a fait monter. Bon, bref, j'arrête. Et simplement pour vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je pense que ça, c'est aussi une bonne question, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà trois choses. Ce que vous dites, c'est qu'on stagne. Non, on ne stagne pas. Je pense qu'une rencontre comme celle-ci, c'est pas stagner. La question, elle est, il faut voir du positif, mais après, il faut être constructif. Du positif, c'est bien sûr qu'on ne peut réagir que quand on est informé.
Et qu'il y a des gens qui sont venus ici, ils avaient entendu. Et il y en a d'autres qui ne savaient même pas. Il y en a même qui sont venus pour les noms. Et il y en a d'autres qui ont dit, il y a une conférence, là, on va aller écouter. Il y en a d'autres qui s'embêtaient ou qui s'ennuyaient. Tout ça, il faut le capitaliser. Non mais je ne plaisante pas. Il y en a qui sont venus ici, ne savaient même pas le titre. Il y en a qui sont venus, ils ont dit, ah ben il vient. Ah on va. Il y en a qui ne savaient même pas le titre. Donc à partir d'un certain moment, il faut transformer tout ceci en potentiel d'information. Ça c'est l'information. Ce qui est fait d'ailleurs en l'occurrence, il y a des gens, et le deuxième élément c'est ce que je dis, c'est-à-dire une attitude sur les principes qui consiste à s'informer et à informer. Et ensuite d'avoir une vision préventive. Et la vision préventive, elle n'est jamais simplificatrice. Elle regarde les choses et puis elle parle elle ose parler de tout. Il faut avoir le courage de parler. Parce que moi je suis d'accord, sur l'Afrique centrale, c'est pas du tout religieux. C'est devenu un conflit religieux. Et aujourd'hui, on stigmatise sur la question religieuse. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire extrêmement attention à ne pas le traduire de cette façon-là. Il faut faire attention. Mais pour ceci, il faut s'informer. Sinon, on tombe dans l'émotivité et on ne fait rien. Donc il ne faut pas faire avec l'émotion. Il faut utiliser l'émotion pour s'informer et faire avec raison après coup. Et faire avec raison, c'est sur le plan citoyen, sur le plan de l'information qu'on peut avoir, puis ensuite on a des institutions ici en Europe, comme vous vivez à Bruxelles, vous pouvez vous engager par rapport à ça aussi, et puis ensuite, dépasser les clivages communautaires religieux. Ça n'est pas une question où on est musulman, on va défendre les musulmans. Moi je suis désolé, j'en ai marre de voir des musulmans qui sont en train de défendre les Palestiniens parce que c'est pas vrai. La question palestinienne, c'est pas une question musulmane, c'est une question d'un peuple opprimé où il y a des chrétiens et il y a même des gens qui sont athées, il y a même des gens qui sont agnostiques et il y a même des gens qui sont de tradition juive qui sont complètement en opposition avec l'État d'Israël. Donc de ce point de vue, il faut que là aussi on se déplace. Arrêtons d'idéaliser, puis regardons quels sont les partenaires. Donc la première question que je vous renvoie, c'est qui sont vos partenaires? Avec qui vous pouvez travailler? Et quand on veut faire quelque chose, on les cherche. On ne reste pas assis en disant « j'ai pas vu de partenaire passer ». Parce que les partenaires, ils ne passent pas. Les partenaires, on les cherche. On construit des alliances. On fait ce travail-là, et on est trop passif de ce point de vue-là, malheureusement. Et dans l'information, et dans la mobilisation. Thank you.